Chapitre 11. Pour une fois, j'étais le héros. Lord John Roxton avait raison quand il pensait que la morsure des horribles créatures qui nous avaient attaqués pourrait se révéler toxique d'une façon particulière. Le matin qui suivit nos premières aventures sur le plateau, Summerlee et moi étions fiévreux et perclus de douleur, tandis que le genou de Challenger était si abîmé qu'il pouvait à peine boiter. De ce fait, nous restâmes toute la journée au campement. Lord John s'occupait comme il pouvait, profitant du peu d'aide que nous pouvions lui apporter. Nous fîmes en sorte d'accroître la hauteur et l'épaisseur des murs d'épineux qui étaient notre seule défense. Je me souviens que, durant cette longue journée, j'étais hanté par l'impression d'être observé, même si je n'aurais su dire par qui et comment. Ce sentiment était si fort que je m'en confiai au professeur Challenger, qui le mit sur le compte d'un échauffement cérébral provoqué par la fièvre. À maintes reprises, je jetai des coups d'œil alentour, persuadé que j'allais apercevoir quelque chose. Mais je ne voyais que l'enchevêtrement obscur de nos haies, ou les grands arbres qui étendaient sur nous leur ombre solennelle, pareille à la voûte d'une caverne. Et pourtant, la sensation ne faisait que croître dans mon esprit. Tout près de nous, quelque chose de malveillant nous observait. Je pensais aux superstitions des Indiens concernant Kurupuri, l'esprit terrible qui se cachait dans la forêt. Et j'en arrivais à imaginer qu'il hantait de sa redoutable présence ceux qui avaient envahi son repère le plus secret et le plus sacré. Cette nuit, la troisième à la terre de Maple White, nous avons vécu une expérience terrifiante que nous ne pourrons jamais oublier, et grâce soit rendue à Lord John qui a travaillé si dur pour rendre notre refuge imprenable. Nous étions tous en train de dormir autour du feu mourant, lorsque nous fûmes réveillés, je devrais plutôt dire arrachés au sommeil, par les cris les plus effrayants qu'on puisse entendre. Je ne connaissais aucun son qui soit comparable à ce tumulte effrayant qui semblait venir d'un lieu situé à quelques centaines de mètres de notre camp. C'était aussi strident que le sifflement d'un train, mais tandis que ce sifflement est un son clair, artificiel mais précis, ce bruit-là était plus fort et vibrait d'une tension qui évoquait l'horreur et l'agonie. Nous plaquâmes nos mains sur nos oreilles dans une tentative d'ignorer cet appel insupportable. Je fus pris de sueur froide et mon cœur faillit s'arrêter de battre. Tous les chagrins d'une vie de torture, toutes les clameurs de l'enfer, son désespoir infini, semblaient s'être réunis dans ce cri atroce, un cri d'agonie. Et en arrière-fond de cette sonnerie aiguë, on entendit un autre son par intermittence, un rire grave, profond, presque un grognement, une sorte de gargouillement hilar guttural qui formait un accompagnement grotesque à ce cri perçant avec lequel il finissait par se fondre. « Qu'est-ce que c'était » murmurai-je. « Nous le saurons demain matin, » dit Lord John. C'était proche, pas plus loin que la prairie. Nous avons eu le privilège d'entendre une tragédie préhistorique, le genre de drame qui se produisait au cœur des roseaux au bord d'une lagune préhistorique boueuse quand le grand dragon clouait au sol le plus petit, dit Challenger avec plus d'émotion dans la voix que je n'y étais habitué. Ce fut sûrement une bonne chose pour l'homme qu'il soit arrivé tard dans l'ordre de la création. Au premier jour, il y avait des puissances en liberté que ni sa bravoure ni aucune de ses inventions n'aurait pu affronter. Que pouvait sa fronde, sa sagaie ou sa flèche contre des forces comme celles qui se sont déchaînées cette nuit? Même avec un fusil moderne, toutes les chances sont du côté du monstre. Personnellement, je miserais sur mon petit camarade, dit Lord John en caressant son fusil express. Mais c'est sûr que la bête aurait des chances équitables. Summerlee leva la main. « Taisez-vous » cria-t-il. « Vous n'avez rien entendu ?» Du profond silence émergea un battement profond, régulier. C'était le pas d'un animal. Le son amorti des pattes de celui qui se déplace avec précaution en dépit de son poids. Il avança avec prudence autour du campement, puis s'arrêta à notre palissade. On entendait un va-et-vient grave, un chuintement, la respiration de la bête. Seule notre maigre barrière nous séparait de l'horreur nocturne. Chacun de nous prit son fusil, et Lord John retira un petit buisson pour faire une meurtrière dans la haie. « Bon Dieu » murmura-t-il, « je crois que je le vois. » Je me penchai, et par-dessus son épaule, je jetai un œil à travers la trouée. Oui, je le voyais aussi. Dans la profonde obscurité que dessinait l'arbre, on discernait une silhouette encore plus sombre, noire, vague et incertaine, une forme accroupie, pleine d'énergie sauvage et menaçante. Elle n'était pas plus grande qu'un cheval, mais les contours imprécis suggéraient une corpulence et une force imposantes. Son organisme monstrueux haletait et sifflait, régulier et puissant comme une machine à vapeur. À un moment, alors qu'elle faisait un mouvement,
je vis les reflets lancés par 2 yeux verdâtres, terribles. Il y eut un bruissement inquiétant, comme si elle rampait lentement. « Je crois qu'il va sauter !» dis-je en armant mon fusil. « Ne tirez pas, ne tirez pas !» murmura Lord John. Dans le silence de la nuit, un coup de fusil s'entendrait sur des kilomètres. Gardez ça comme dernier atout. « S'il saute la clôture, on est fichu !» dit Summerlee en riant nerveusement. « Non, il ne va pas sauter !» s'écria Lord John. « Mais attendez la dernière minute pour tirer. Je peux peut-être m'occuper de cet énergumène. En tout cas, je vais essayer. » Je n'avais jamais vu un homme accomplir un tel acte de bravoure. Il se pencha vers le feu, ramassa une branche enflammée et se faufila par une ouverture qu'il avait faite dans la porte de notre barrière. Lord John n'hésita pas un instant, et courant vers la bête avec une foulée légère et rapide, il plongea la branche enflammée dans la gueule du monstre. Une fraction de seconde, j'aperçus le masque hideux d'un crapaud géant à la peau lépreuse et couverte de verrues, la bouche entr'ouverte maculée de sang frais. Puis on entendit un fracas dans les sous-bois, et notre visiteur disparut. « Je me doutais qu'il aurait peur du feu, » dit Lord John en riant lorsqu'il revint jeter sa branche au milieu du foyer. « Notre protestation était unanime. Vous n'auriez pas dû prendre un tel risque. » Il n'y avait rien d'autre à faire. S'il s'était aventuré parmi nous, on se serait tiré dessus en voulant tirer sur lui. D'un autre côté, si nous avions tiré à travers la haie et qu'il avait été blessé, il aurait fini par avoir le dessus, sans parler de trahir notre présence. Alors, qu'est-ce que c'était ? Nos érudits se regardèrent avec perplexité. Personnellement, je suis incapable de classer cette créature de façon certaine, dit Summerlee en allumant sa pipe avec une brindille enflammée. En refusant de vous prononcer, vous faites seulement preuve de rigueur scientifique, dit Challenger avec une condescendance écrasante. Moi-même, je me contenterai de dire d'une façon générale que cette nuit, nous avons probablement été en présence d'une espèce de dinosaure carnivore. J'avais déjà prévu que nous trouverions quelque chose de ce genre sur le plateau. Il ne faut pas oublier, fit remarquer Summerlee, que beaucoup de formes de vie préhistoriques n'ont jamais laissé de vestiges. Il serait déraisonnable de supposer que nous pouvons cataloguer tout ce que nous sommes susceptibles de rencontrer. Exactement. Tout ce que nous pouvons tenter, au mieux, c'est une classification approximative. Demain, des preuves supplémentaires nous aideront peut-être à l'identifier. En attendant, il ne nous reste plus qu'à retourner dormir. Mais pas sans poster une sentinelle, dit Lord John sur un ton catégorique. Nous ne pouvons prendre des risques dans une région pareille. À l'avenir, nous monterons la garde en nous relayant toutes les 2 heures. « Alors je prends le premier tour. Ça me permettra de finir ma pipe, » dit le professeur Summerlee. Et à partir de ce moment, nous ne fûmes plus jamais rassurés si l'un d'entre nous ne montait pas la garde. Au matin, nous ne fûmes pas longs à découvrir la source de l'horrible rugissement qui nous avait réveillés au milieu de la nuit. La prairie des iguanodons était la scène d'un horrible carnage. En voyant les mares de sang et les énormes tas de viande éparpillés sur l'herbe dans toutes les directions, nous avons tout d'abord pensé que plusieurs animaux avaient été tués. Mais, en examinant plus soigneusement les restes, nous découvrîmes que toute cette boucherie ne concernait qu'un seul de ces mastodontes, lequel avait pratiquement été déchiqueté par une créature qui n'était peut-être pas plus grosse que lui, mais certainement plus féroce. Nos 2 professeurs étaient assis, plongés dans une discussion. Ils examinaient chaque morceau que des crocs redoutables et des griffes énormes avaient lacéré. « Pour l'instant, nous refusons de nous prononcer, » dit le professeur Challenger, un énorme quartier de viande blanchâtre sur les genoux. « Tout laisse à penser qu'il pourrait s'agir d'un tigre à dents de sabre, comme ceux qu'on voit encore sur les parois de nos cavernes. Mais la créature que nous avons aperçue est sûrement plus grosse et ressemble davantage à un reptile. Personnellement, je pencherais plutôt pour un allosaure. »« Ou un mégalosaure, » dit Summerlee. « Tout à fait. Dans ce cas, ça pourrait être n'importe lequel des plus gros dinosaures carnivores parmi les terribles espèces animales qui ont autant été une malédiction pour la Terre qu'une bénédiction pour les musées. » Il rit bruyamment de son trait d'esprit, car même si son sens de l'humour était peu développé, il saluait toujours par des rugissements hilars la plaisanterie la plus lourde qui franchissait de ses lèvres. « Moins on fera de bruit, mieux ce sera, » dit sèchement Lord Roxton. « Nous ne savons pas qui ou quoi peut se trouver près de nous. Si cet énergumène revient pour son petit déjeuner et nous surprend ici, ça ne sera pas si drôle que ça. D'ailleurs, quelle est cette marque sur la peau de l'iguanodon ?» Au-dessus de l'épaule, sur la peau terne, écailleuse et couleur d'ardoise, il y avait une tache noire particulière, d'une substance qui ressemblait à de l'asphalte. Aucun d'entre nous ne pouvait dire ce que c'était, même si Summerlee pensait qu'il avait vu quelque chose de semblable sur un des petits, 2 jours auparavant. Challenger ne disait rien,
mais arborait un air pompeux, bouffi d'importance, comme s'il aurait pu le dire s'il avait voulu, tant et si bien que Lord John lui demanda directement son avis. « Si votre seigneurie est assez bonne pour me permettre d'ouvrir la bouche, je serais heureux d'exprimer mes sentiments, » dit-il sur un ton des plus sarcastiques. « Je n'ai pas l'habitude de me faire réprimander de cette façon qui semble coutumière de votre seigneurie. Je n'étais pas conscient qu'il fallait demander votre permission avant de sourire d'une plaisanterie innocente. » Ce ne fut qu'après avoir reçu les excuses qu'il demandait que notre susceptible ami daigna se calmer. Quand son orgueil froissé fut enfin satisfait, il nous harangua depuis l'arbre abattu qui lui servait de siège, avec cette manie qu'il avait de parler comme s'il transmettait des informations capitales à une classe de 1000 élèves. « Concernant les marques, dit-il, je suis enclin à partager le point de vue de mon ami et collègue le professeur Summerlee que ce sont bien des traces d'asphalte. Comme ce plateau est, par sa nature même, absolument volcanique, et comme l'asphalte est une substance que l'on associe aux forces plutoniques, il est fort probable qu'elle soit présente à l'état liquide et que les créatures aient pu être en contact avec elle. La question de l'existence du monstre carnivore qui a laissé ses empreintes dans cette prairie est plus pertinente. Nous savons en gros que ce plateau n'est pas plus grand qu'un comté anglais de taille moyenne. Dans cet espace confiné, un certain nombre de créatures, surtout celles qui appartenaient à des espèces disparues, ont vécu ensemble pendant d'innombrables années. Alors, il m'apparaît clairement qu'au cours d'une aussi longue période, on aurait dû s'attendre à ce que les carnivores, sans rien pour freiner leur multiplication, aient épuisé leurs réserves de nourriture et qu'ils aient dû soit modifier leur régime de mangeurs de chair, soit mourir de faim. Comme nous avons pu le voir, ça n'a pas été le cas. Par conséquent, nous devons supposer que l'équilibre naturel est préservé par un frein qui limite le nombre de ces féroces créatures. Donc, un des nombreux problèmes intéressants qu'il nous reste à résoudre, c'est de découvrir en quoi consiste ce frein et la façon dont il opère. J'ose espérer que nous aurons d'autres occasions d'étudier les dinosaures carnivores plus en détail. « Et moi, j'ose espérer que nous n'en aurons pas, fis-je observer. Le professeur se contenta de soulever ses gros sourcils, tel un maître d'école face à l'insolence d'un enfant mal élevé. « Peut-être le professeur Summerlee désire-t-il faire une observation, dit-il. Et les deux savants s'élevèrent ensemble dans l'atmosphère raréfiée de la science, où les possibilités d'une modification du taux de natalité des oiseaux étaient comparées à la baisse des réserves de nourriture dans le cadre de la lutte pour la survie des espèces. Ce matin, nous avons dressé la carte d'une petite portion du plateau, en évitant le marais des ptérodactyles et en gardant le cap à l'est de notre ruisseau, plutôt que de nous diriger vers l'ouest. Dans cette direction, le pays était encore recouvert d'une forêt épaisse, avec tellement de sous-bois que nous progressions très lentement. Jusqu'à présent, je me suis borné à décrire les terreurs de la terre de Mapplewhite, mais il y avait d'autres aspects, car durant toute la matinée, nous avons vu des fleurs magnifiques. Comme j'en faisais la remarque, la plupart étaient blanches ou jaunes, ce qui était, d'après nos professeurs, les couleurs primitives des fleurs. À beaucoup d'endroits, le sol en était couvert. Et alors que nous nous enfoncions jusqu'aux chevilles dans ce tapis moelleux extraordinaire, le parfum nous enivrait presque par sa douceur et son intensité. Les abeilles d'Angleterre bourdonnaient tout autour de nous. Nous croisâmes beaucoup d'arbres dont les branches ployaient sous le poids des fruits dont certains étaient d'une variété ordinaire, tandis que d'autres étaient totalement nouveaux. En observant lesquels avaient été picorés par les oiseaux, nous évitâmes tout danger d'empoisonnement, et nous emportâmes ces délices pour nos réserves de nourriture. Dans la jungle que nous traversions, les animaux sauvages avaient laissé de nombreuses traces fortement imprimées dans le sol, et dans les endroits les plus marécageux, nous vîmes une profusion d'étranges empreintes, notamment celles de nombreux iguanodons. À un moment, dans un bosquet, nous avons vu plusieurs de ces gigantesques créatures en train de brouter, et grâce à ces jumelles, Lord John put noter qu'elles étaient aussi maculées d'asphalte, bien qu'à des endroits différents de celui que nous avions remarqué le matin. Quant à la signification de ce phénomène, nous n'en avions pas la moindre idée. Nous avons vu beaucoup de petits animaux, des porcs-épics, un fourmilier couvert d'écailles, un cochon sauvage de couleur pie et muni de longues défenses. Une fois, par une trouée au milieu des arbres, nous avons aperçu une verte colline dans le lointain, et sur sa crête arrondie, la course incroyablement rapide d'un grand animal brun. Il passa si vite que nous fûmes incapables de dire ce que c'était. Mais s'il s'agissait d'un cerf, comme Lord John l'affirma, ce devait être un de ces élans irlandais, d'une taille monstrueuse, qu'on découvre encore lors de fouilles de temps à autre dans les marais de mon pays natal. Depuis que notre camp avait accueilli ce mystérieux visiteur, nous y retournions toujours avec une certaine inquiétude.
Cependant, cette fois-ci, tout fut en ordre. Ce soir-là, nous discutâmes longuement de notre situation présente et de nos plans futurs que je dois décrire en détail, car ils nous aidèrent à prendre un nouveau départ, en fournissant plus de connaissances sur la terre de Maple White que si nous l'avions explorée pendant plusieurs semaines. Ce fut Summerlee qui ouvrit le débat. Durant toute la journée, il avait été d'une humeur grincheuse, et puis une remarque de Lord John à propos de ce que nous devrions faire demain amena cette amertume à son point d'ébullition. « Ce que nous devrions faire aujourd'hui, demain et tout le temps, dit-il, c'est trouver un moyen de sortir du piège dans lequel nous sommes tombés. Vous êtes tous là, l'esprit tourné vers l'idée de vous enfoncer dans ce pays. Et moi, je dis que nous devrions réfléchir à un moyen d'en sortir. »« Je suis surpris, monsieur, » tonna Challenger à grands coups de sa barbe imposante, « qu'un homme de science ose s'abaisser à de tels sentiments. Vous êtes sur une terre qui est une véritable récompense pour un naturaliste ambitieux, tel qu'on n'en a jamais vu depuis la création du monde, et vous proposez de la quitter avant d'avoir acquis autre chose qu'une connaissance superficielle de sa nature et de ce qu'elle contient. J'attendais mieux de vous, professeur Summerlee. »« Il faut vous rappeler, dit Summerlee avec aigreur, que j'ai une importante classe à Londres, qui se trouve présentement à la merci d'un jeune auxiliaire incompétent. Ce qui rend ma situation très différente de la vôtre, professeur Challenger, puisque, pour autant que je sache, on ne vous a jamais confié aucun poste de responsabilité dans l'enseignement. »« Absolument, dit Challenger. J'aurais considéré ça comme un sacrilège de détourner un esprit capable des plus grands travaux de recherche pour le cantonner dans des tâches subalternes. C'est pourquoi j'ai toujours opposé un refus farouche à toute offre d'emploi dans l'enseignement. »« Quel genre d'offre » demanda Summerlee en ricanant. Mais Lord John se dépêcha de détourner le sujet de conversation. « Il faut avouer, dit-il, que ça me fendrait le cœur de retourner à Londres sans en apprendre davantage sur cet endroit. Je n'oserais jamais remettre les pieds au siège de mon journal et regarder le vieux Macardel en face, dis-je. Vous excuserez la franchise de ce compte-rendu, n'est-ce pas, monsieur? Il ne me pardonnerait jamais de partir en laissant un tel reportage inachevé. De plus, je ne vois pas l'intérêt de cette discussion puisque même si on le voulait, on ne pourrait pas redescendre. » Notre jeune ami comble ses nombreuses lacunes intellectuelles avec une dose appréciable de bon sens primitif, nota Challenger. Les enjeux de cette profession déplorable nous importent peu. Mais comme il le fait si bien remarquer, dans un cas comme dans l'autre, nous ne pouvons pas redescendre. Aussi, cette discussion est une perte de temps. Faire autre chose est une perte de temps, ronchonna Summerlee dans sa pipe. Laissez-moi vous rappeler que nous sommes venus ici avec une mission parfaitement claire, qui nous a été confiée à l'Institut de zoologie de Londres. Cette mission était de vérifier les déclarations du professeur Challenger. Ces déclarations, je dois l'admettre, nous sommes maintenant en mesure de les confirmer. Par conséquent, notre travail est de toute évidence terminé. Quant à faire un travail exhaustif sur ce plateau, il est tellement énorme que seule une grande expédition, avec le matériel adéquat, pourrait en venir à bout. Si nous essayons de le faire nous-mêmes, tout ce qui arrivera, c'est que nous ne rentrerons jamais pour apporter l'importante contribution de notre savoir à la science. Le professeur Challenger a conçu un moyen d'accéder à ce plateau qui semblait inaccessible. Je pense qu'il est plus que temps de s'en remettre à lui et qu'il déploie la même ingéniosité pour nous ramener dans notre monde. J'avoue qu'au fur et à mesure que Summerlee exprimait son opinion, elle me paraissait tout à fait raisonnable. Même Challenger fut ébranlé par l'idée que ses adversaires ne seraient jamais confondus, tant que des preuves ne viendraient pas confirmer ses déclarations et réduire les sceptiques au silence. À première vue, le problème de la descente est très complexe, dit-il. Et pourtant, je ne doute pas qu'il puisse être résolu avec de l'intelligence. Je finis par être d'accord avec notre collègue qu'un séjour prolongé à la terre de Maple White est déconseillé à l'heure actuelle et que, tôt ou tard, il faudra envisager de rentrer. Cependant, il est hors de question que je parte tant que nous n'aurons pas exploré ce pays, au moins pour l'essentiel, et tant que nous n'aurons pas une carte digne de ce nom à rapporter. Le professeur Summerlee grogna d'impatience. « Nous avons passé 2 journées entières à l'explorer, dit-il, et nous n'en savons pas plus sur la géographie actuelle de cet endroit qu'au début. Il est clair qu'une forêt dense recouvre la majeure partie du terrain, et qu'il faudrait des mois pour l'explorer en vue de découvrir quel endroit est relié à tel autre. S'il y avait une montagne au centre, ça serait différent, mais le terrain ne fait que descendre jusqu'à présent. Plus nous avancerons, et moins nous aurons une vue d'ensemble. » À ce moment, je fus pris d'une inspiration. Par hasard, mon regard se posa sur l'énorme tronc noueux du ginkgo dont les branches immenses s'étalaient au-dessus de nous. Une chose était sûre, s'il était plus gros que tous les autres,
alors il devait aussi être plus haut. Et si le bord du plateau était vraiment le point culminant, cet arbre gigantesque devait être un excellent poste d'observation qui dominait tout le pays. D'autre part, de l'époque où j'étais un garnement qui sillonnait la campagne irlandaise, j'ai conservé un don et un courage inégalés pour grimper aux arbres. Mes camarades me battaient peut-être sur les rochers, mais dans les branches, j'étais le maître. Si seulement je pouvais atteindre les plus bas rejetons de ce géant, alors ce serait bien le diable si je n'arrivais pas à monter tout en haut. Mes compagnons furent enchantés par cette idée. « Notre jeune ami, » dit Challenger, dont les joues étaient 2 pommes rouges, « est capable de prouesses acrobatiques qu'un homme plus robuste et sûrement plus imposant aurait du mal à exécuter. J'applaudis à son initiative. » « Eh, mon petit gars, vous avez mis dans le mille, » dit Lord John en m'assénant une grande tape dans le dos. « Je ne sais pas pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Il ne va pas faire jour plus d'1 heure, mais si vous prenez votre carnet de notes, vous pouvez plus ou moins dessiner l'endroit. Nous n'avons qu'à mettre ces caisses de munitions sous la branche et je vous aiderai à monter. » Il se tint sur les caisses tandis que j'étais face au tronc, et il me souleva doucement, lorsque Challenger arriva d'un seul coup et me poussa tellement fort avec sa grosse main que je fus catapulté vers le haut. J'agrippai la branche avec les bras et je pédalai frénétiquement jusqu'à hisser mon torse, puis mes genoux. À quelque distance de ma tête, 3 branches faisaient comme de gros barreaux d'échelle. Après cela, c'était un enchevêtrement qui était fort commode, et je grimpai à une telle vitesse que rapidement, le sol disparut tout en bas derrière le feuillage. De temps à autre, je rencontrai un obstacle, et à un moment je dus m'accrocher à une plante grimpante sur 2 à 3 mètres, mais je progressais remarquablement, et la voix tonitruante de Challenger semblait être loin en dessous. Cependant, l'arbre était gigantesque, et regardant vers le haut, je ne voyais pas la moindre trouée dans le feuillage. Il y avait une masse épaisse, de la forme d'un buisson, qui ressemblait à un parasite accroché à la branche que j'escaladais. Je penchai la tête sur le côté pour mieux voir ce qu'il y avait au-dessus, et je faillis tomber de l'arbre tellement je fus surpris et horrifié par ce que je voyais. À quelques dizaines de centimètres, une tête me fixait du regard. La créature à qui elle appartenait était restée accroupie derrière le parasite, et elle s'était penchée pour regarder en même temps que moi. Elle avait un visage humain. En tout cas plus humain que celui des singes que je connaissais. Il était long, blanchâtre et couvert de boutons. Son nez était aplati et sa mâchoire inférieure prognate était garnie de 2 touffes de favoris de part et d'autre du menton. Les yeux, enfoncés sous 2 épais sourcils qui se rejoignaient, étaient bestiaux et féroces. Et lorsqu'elle ouvrit la bouche pour gronder quelque chose qui ressemblait à un juron, j'entrevis des canines pointues, recourbées comme des crocs. Pendant 1 seconde, ses yeux reflétèrent la haine et la menace. Puis, en un éclair, ils furent remplis de terreur. Il y eut un bruit de branches cassées tandis qu'elle faisait un plongeon désespéré dans l'enchevêtrement de végétation. J'eus à peine le temps de saisir la vision d'un corps velu, semblable à celui d'un cochon rose, après quoi la créature disparut dans un tourbillon de feuillage. « Qu'est-ce qui se passe ?» cria Roxton depuis le bas. « Vous avez un problème ?»« Vous l'avez vu ?» m'écriai-je, les bras cramponnés à la branche et les nerfs à vif. « On a entendu du boucan, comme si votre pied avait glissé. C'était quoi ?» J'étais si bouleversé, après l'apparition soudaine et mystérieuse de cet homme singe, que je me demandais si je ne pouvais pas retourner dire ce que j'avais vu à mes compagnons. Mais j'étais parvenu à une telle hauteur dans l'arbre que j'aurais eu honte de redescendre sans avoir accompli ma mission. Aussi, après une longue pause pour retrouver mon souffle et mon courage, je continuai mon ascension. À un moment, je pesai de tout mon poids sur une branche pourrie, et je restai suspendu par les mains pendant quelques secondes. Mais dans l'ensemble, ce fut une escalade facile. Peu à peu, le feuillage devint plus clairsemé autour de moi, et avec le vent sur mon visage, j'avais conscience d'atteindre les hauteurs du plus grand arbre de la forêt. J'étais malgré tout décidé à ne pas regarder alentour tant que je n'aurais pas atteint la cime, et je continuai de grimper tant bien que mal jusqu'à ce que la branche la plus haute soit en train de plier sous mon poids. Là, je me calai contre la fourche de l'arbre et, trouvant mon équilibre, je pus contempler le panorama incroyable de l'étrange pays où nous étions. À l'ouest, le soleil bordait la ligne d'horizon, et la lumière du soir était particulièrement claire, si bien que je pus voir toute l'étendue du plateau en dessous de moi. Depuis cette hauteur, je vis qu'il était plutôt ovale, long de 50 kilomètres et large d'une 30. Sa surface en forme d'entonnoir descendait légèrement vers un lac immense qui reposait en son centre. Le pourtour de ce lac devait bien faire 15 kilomètres. L'émeraude de son eau luisait au crépuscule, enchâssée dans un écrin de roseaux, et sa surface était brisée en plusieurs endroits par des bancs de sable jaune qui paraissaient d'or dans le soleil mourant. Sur les bords de ces étendues de sable,
Il y avait plusieurs formes noires allongées, trop larges pour des alligators et trop longues pour des canoës. Grâce à mes jumelles, je pus voir clairement qu'elles étaient vivantes, sans les identifier pour autant. Depuis le coin du plateau où nous étions, le terrain en pente recouvert de forêts parsemées de quelques clairières s'étendait sur 8 à 10 kilomètres jusqu'au lac central. Juste à mes pieds, je pouvais voir la prairie des iguanodons, et plus loin, par une trouée dans les arbres, le marais des ptérodactyles. Cependant, de l'autre côté, le plateau présentait un aspect très différent. Là-bas, les falaises de basalte dominaient aussi l'intérieur du territoire, un escarpement de 200 mètres de haut qui surplombait une pente boisée. Au bas des falaises rouges, à une certaine hauteur du sol, je discernais à travers les jumelles des ouvertures sombres, peut-être des cavernes. À l'entrée de l'une d'elles, il y eut comme un miroitement de couleur blanche, mais j'aurais été incapable de dire ce que c'était. Je restai assis là, à cartographier le pays, jusqu'à ce que le soleil soit couché et que l'obscurité m'empêche de distinguer les détails. Alors je redescendis vers mes compagnons qui m'attendaient avec impatience tout en bas du grand arbre. Pour une fois, j'étais le héros de l'expédition. Moi seul avais eu cette idée, et moi seul l'avais réalisée. Et voilà que nous étions en possession d'une carte qui nous épargnerait des mois d'errance aveugle au milieu de dangers sans nom. Avec des airs solennels, tous vinrent me serrer la main. Mais avant qu'ils ne se lancent dans une discussion au sujet de ma carte, je dus leur raconter mon face-à-face avec l'homme singe au milieu des branches. « Il a toujours été là, dis-je. »« Comment vous le savez ?» demanda Lord John. « Parce que cette impression d'être observé par quelque chose de malveillant ne m'a jamais quitté. Je vous l'avais dit, professeur Challenger. » Tout à fait. Notre jeune ami avait mentionné quelque chose comme ça. Il est aussi le seul d'entre nous à hériter de ce tempérament celte qui doit le rendre sensible à ce genre d'impression. Toute la théorie concernant la télépathie, commença Summerlee en bourrant sa pipe. C'est un sujet trop vaste pour en parler maintenant, le coupa Challenger d'un ton catégorique. Maintenant, dites-moi, ajouta-t-il avec l'air d'un pasteur faisant le catéchisme. Est-ce que, par hasard, vous avez pu observer si la créature pouvait replier son pouce dans la paume de sa main? En fait, non. Est-ce qu'il avait une queue? Non. Est-ce que le pied était préhensile? Je ne pense pas qu'il aurait pu se déplacer si vite dans les branches s'il n'avait pu les attraper avec les pieds. Il y a en Amérique du Sud, si ma mémoire est bonne, vous vérifierez l'information, professeur Summerlee, environ 36 espèces de singes, mais jamais il n'a été question de singes anthropoïdes. Cependant, il existe visiblement dans ce pays, et il n'appartient pas à la variété du gorille à poils longs, qui de toute façon n'a jamais été vu ailleurs qu'en Afrique ou en Orient. Je me retins d'ajouter en le regardant que j'avais pourtant vu son cousin à Kensington. Entre autres caractéristiques, celui-ci a des favoris et une peau dépourvue de pigments. Ce dernier aspect semble indiquer qu'il mène une vie arboricole solitaire. Maintenant, nous devons nous poser cette question. Est-il davantage apparenté au singe ou à l'homme? Dans la seconde éventualité, il peut très bien être proche de ce que le vulgaire a coutume d'appeler le chaînon manquant. Notre premier devoir est de résoudre ce problème. « Ça n'y ressemble absolument pas, » déclara Summerlee d'un ton sec. « Et maintenant que, grâce à l'intelligence et à la force de Mr. Malone, il m'est impossible de ne pas citer ces paroles, nous avons notre carte, notre premier et unique devoir est de sortir sain et sauf de cet horrible endroit. » « Ah, les joies de la civilisation !» grogna Challenger. « L'écriture est une de ces joies, monsieur. Nous avons le devoir de rédiger un compte-rendu sur ce que nous avons vu, et de laisser d'autres poursuivre l'exploration. Tout le monde était d'accord sur ce point avant que Mr. Malone nous fasse une carte. »« Soit, » dit Challenger. « J'admets que je serai plus tranquille quand j'aurai l'assurance que le résultat de notre expédition aura été transmis à nos amis. Comment nous allons redescendre de cet endroit? J'en ai pas la moindre idée. Mais je n'ai encore jamais rencontré un problème que mon esprit inventif n'ait pu résoudre, et je vous garantis que dès demain, j'accorderai toute mon attention à cette question de la descente. » Ainsi, le sujet fut-il laissé en attente. Mais ce soir-là, à la lumière du feu et d'une simple bougie, la première carte du monde perdu fut établie. Tous les détails que j'avais rapidement notés depuis ma tour de guet furent dessinés à leurs places respectives. Le crayon de Challenger resta suspendu au-dessus du grand vide qui marquait l'emplacement du lac. « Pourquoi ne saisiriez-vous pas cette occasion pour perpétuer votre nom ?» proposa Summerlee avec sa causticité habituelle.
J'espère bien, monsieur, que mon nom aura d'autres prétentions à la postérité, et plus appropriées, dit Challenger sur un ton sévère. N'importe quel ignoramus peut s'inventer une renommée usurpée en donnant son nom à une montagne ou une rivière. Je n'ai pas besoin d'un tel monument. Le sourire en coin, Summerlee se préparait à repartir à l'assaut quand Lord John se hâta d'intervenir. « C'est à vous, mon petit gars, de nommer Slack, dit-il. Vous l'avez vu le premier, et, mon Dieu, si vous choisissez de mettre Lac Malone sur la carte, personne ne peut le contester. » « Mais certainement que notre jeune ami lui donne un nom, » dit Challenger. « Alors, dis-je en rougissant, il faut bien l'avouer, qu'il soit appelé Lac Gladys. Vous ne pensez pas que Lac Central serait plus descriptif ?» fit remarquer Summerlee. « Je préférerais Lac Gladys. » Challenger me lança un regard de sympathie et hocha sa grosse tête en feignant la désapprobation. « Les garçons sont toujours les garçons, » dit-il. « Allez, va pour Lac Gladys. »